C'est un livre qui vient tout juste de paraître finalement, de zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Il est avec nous, c'est l'auteur et journaliste également, M. Nicolas Bérubé. Merci d'être avec nous. Merci. Pourquoi écrire un livre justement sur la question, sachant en plus que c'est pas nécessairement un sujet qui peut s'avérer tout à fait sexy au premier abord, là, hein? Exactement. Donc, moi, ce qui m'a attiré un peu dans ce sujet-là, c'est que je me rendais compte que les recherches que je faisais pour moi, personnellement, bien investir, pour éviter les pièges, tous les lectures que je faisais là-dedans, j'apprenais un tas de choses, mais j'en parlais autour de moi, puis ça semblait vraiment pas être évident pour les gens autour de moi. On a souvent l'impression que la bourse, c'est comme un gros casino, que c'est un peu dangereux, qu'il faut se tenir loin de ça. Donc, il y a beaucoup d'idées préconçues. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a donné l'idée là, de me lancer et d'écrire un livre là-dessus. Est-ce que vous, qui avez écrit un livre sur le sujet, puis qui en avez jasé avec des gens de votre entourage de tous âges, est-ce que vous avez encore la perception que chez nous, au Québec, chez les francophones peut-être davantage, que de parler d'argent, c'est tabou, c'est difficile? Est-ce que c'est particulièrement encore le cas chez nous? Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose on a souvent l'impression, l'argent, les placements, je laisse ça à d'autres, je laisse ça à la banque, je laisse ça à mon conseiller financier. Et les grandes institutions, souvent, ont avantage là, à perpétuer un peu cette idée-là que c'est bien compliqué, puis laissez-nous gérer ça. Parce que c'est très payant là, pour eux là, de vendre des produits, des fonds communs et de placement et tout ça. Et donc, mais tranquillement, avec des gens comme Thierry McSween qui un peu là, parlent de ce sujet-là d'une façon visiblement qui rejoint beaucoup de monde. Et puis, c'est un petit peu ça qui m'a aussi motivé. Je me rends compte qu'en français, au Québec, il n'y a pas énormément de ressources pour nous parler de la bourse, pour nous parler des bonnes pratiques. Puis la bourse, c'est pas non plus un jeu. Tout le monde doit investir pour notre retraite, pour avoir de la sécurité à long terme, pour si un jour on perd notre emploi. Donc, c'est pas un luxe là, de connaître ces connaissances-là. Et c'est un peu ce qui m'a motivé. Vous avez, entre autres, rendu ça plus digeste. C'est un bon terme, je pense. Puis c'est moins abstrait, en tout cas pour moi aussi, qui était moins ferré en la matière. Je l'admets tout à fait ouvertement. Quelques questions pour vous sur le livre, justement, ce qu'on retrouve dans le livre. Entre autres, justement, dans quel cas, parce qu'on arrive bientôt aux impôts, là, la fameuse saison des impôts qui arrive. Donc, dans quel cas vaut-il mieux peut-être cotiser dans un REER ou dans un CELI selon notre situation, peut-être pour les gens qui nous écoutent? Bien, c'est un peu difficile là, de dire une réponse qui va englober tout le monde. Règle générale, si vous êtes jeune et vous n'avez pas un salaire très, très élevé, ben moi, je vous recommanderais d'aller plus vers le CELI. Parce que le retour d'impôt que le REER va vous offrir va être pas grand-chose, finalement. Peut-être que vous pouvez garder de l'espace de cotisation pour plus tard. Si vous êtes en milieu ou en fin de carrière, si vous avez un salaire élevé, bien là, le REER peut être une bonne option. Le CELI, pendant qu'on en parle, le CELI, je trouve que c'est souvent un véhicule qui est mécompris. Les gens l'utilisent un peu, j'ai l'impression, comme une espèce de compte d'épargne. Je mets ça dans mon CELI, puis là, je veux m'acheter quelque chose, je sors ça de mon CELI. Le CELI, c'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal qui est légal, qui est mis à notre disposition par Ottawa. Donc, c'est comme une boîte. On peut mettre ce qu'on veut dans cette boîte-là. On peut mettre de l'argent comptant, mais ça ne donnera pas grand-chose. On peut mettre des fonds d'action qui vont à long terme nous donner du rendement. Et quand on fait ça pendant 10, 20, 30 ans, on pourra vivre de notre CELI même sans même payer un sou d'impôt. Donc, je pense que les gens un peu ont perdu cette notion-là, peut-être, de tout ce que le CELI peut être, puis je l'explique dans mon livre. Oui, et je dois avouer que j'ai fait ça. J'ai fait ça, mais jusqu'à peut-être il y a 2 ans, et j'ai compris avec un bon fiscaliste, justement, qui m'a expliqué bel et bien les bonnes notions. Un livre comme celui-là également peut être, évidemment, aussi un bel outil. Et pour vous aussi, dans quel cas doit-on, parce qu'il y en a qui sont ferrés, il y en a qui ont confiance en leurs moyens, mais dans quel cas vous vous êtes rendu compte qu'on peut confier nos placements à un professionnel, ou dans quel cas on peut s'en occuper nous-mêmes? Est-ce que vous en êtes venu à un constat? Oui, bien, en fait, moi, j'explique dans mon livre qu'on peut s'occuper de nos placements nous-mêmes, mais c'est pas une religion chez moi. Je suis conscient que pour des gens en milieu de carrière, en fin de carrière,
Les gens peut-être qui ont accumulé des grosses sommes. Je pense pas que du jour au lendemain, la plupart des gens vont dire, ben, tiens, là, tout d'un coup, moi, je vais gérer mes placements. Alors, il y a la voie de l'investisseur autonome que j'ai expliqué dans le livre. C'est très, très facile. C'est moins d'1 heure par année que moi, je consacre à mes placements, que je recommande qu'on consacre à nos placements. Maintenant, si vous faites affaire avec un professionnel, faites attention. C'est une industrie qui carbure aux frais de gestion. Alors, on nous vend des fonds communs de placement et c'est pas tout à fait clair souvent comment les frais, quel est le niveau des frais qui sont prélevés au Canada. C'est des frais d'environ 2 par année. Ça peut sembler peu, mais sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça commence à faire. Oui, ça peut correspondre à la moitié des rendements espérés de nos placements. Donc, ça peut faire 50 de ce que nos placements nous rapportent peuvent être évaporés en frais de gestion. Alors ça, l'industrie l'a compris depuis longtemps, puis les clients, par exemple, l'ont pas tout à fait compris. Donc, c'est ce que j'explique un peu dans mon livre. Oui. Puis, il me reste 2 minutes, mais j'ai tellement de questions pour vous. Mais la crypto-monnaie, qui est un terme qu'on entend beaucoup dans l'espace public, dans l'espace-temps actuel, est-ce qu'on doit s'en méfier? Est-ce que c'est risqué? Oui, c'est clair, c'est risqué. La crypto-monnaie a perdu, je n'ai pas les chiffres, là, mais peut-être 20 ou 30 de sa valeur, là, même depuis le début de l'année. Donc, c'est un investissement actuellement qui est très spéculatif. Je ne dis pas aux gens de ne pas s'intéresser à ça, parce que des fois, c'est une porte d'entrée un peu pour s'intéresser au monde de l'investissement. Mais il faut faire attention, c'est pas un plan d'investissement, de tout miser sur quelque chose qui est aussi volatile et incertain. Donc, si vous voulez le faire, allez-y avec une petite partie de votre portefeuille et ayez du fun avec ça. Mais moi, je ne pourrais pas, en bonne conscience, là, mettre mes billes là-dedans pour assurer ma retraite et ces choses-là. Oui, c'est ça. Diversifier un peu dans ce contexte-là, c'est ce que vous nous dites un peu dans ce mot de la fin. Et puis, il y a aussi, j'aime les encadrer où vous avez ajouté et expliqué le vocabulaire qu'on entend régulièrement dans le domaine financier. J'ai trouvé ça très intéressant que vous le faites aussi. Ça vient donc porter ça avec une valeur ajoutée dans ce livre-là que j'invite tout le monde à se procurer. Donc, de zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir aux éditions La Presse. Monsieur Nicolas Bérubé, journaliste et auteur, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Alex.